Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo sur cette Porsche 997 S, donc le nouveau jouet qui est arrivé en remplacement de la 996. Alors aujourd'hui petite vidéo mécanique détente, comme vous le savez, on va commencer par prendre les constantes, savoir si tout va bien, donc le pouls, le sang, bon bref, on va lui faire un petit bilan. Donc aujourd'hui première étape, vous l'avez vu, on va lui remplacer ses fluides. Alors encore une fois, pour moi c'est le primordial, c'est la première chose que je fais quand je reçois un véhicule, parce que je ne sais pas ce qui a été mis dedans. Alors là je sais ce qui a été mis dedans, mais quand même j'ai toujours un sérieux doute. Et puis on a aussi nos petites habitudes. Donc moi maintenant j'ai aussi mes petites habitudes un peu de papy, de mettre l'huile que j'ai envie de mettre parce que j'ai mes convictions personnelles. Donc encore une fois je recommande ce que moi je ferai. Maintenant vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez faire. Mais après une telle expérience chez Flat 69, je vais tout vous expliquer pour mon choix d'huile. Donc on va s'occuper du remplacement de l'huile moteur qui malheureusement est tout neuf. Donc c'est-à-dire que ça a à peine quelques centaines de kilomètres. Mais dedans on a de la Motul 300V. Et c'est une huile qui est plutôt orientée pour du circuit. Elle n'est pas terrible pour un usage quotidien. C'est ce qu'on appelle des huiles un petit peu one shot. Donc c'est des très bonnes huiles mais plus orientées circuit qu'orientées un petit peu tout usage. Ensuite, on va s'occuper de la partie boîte de vitesse, puisqu'au niveau de la boîte de vitesse, tout simplement, on n'a absolument aucune facture de remplacement de quelconque fluide. Donc la voiture est de 2005, elle a 115 000 km au niveau du châssis, mais je rappelle que le moteur a à peine 37 000 km, puisque oui, elle est passée chez Flat 69 pour un remplacement de moteur aux alentours des 90 000 km suite à une casse d'IMS. En termes de suivi, cette voiture-là a connu uniquement des concessions Porsche. Elle a été 100% entretenue chez le concessionnaire Porsche depuis sa sortie, à l'exception du remplacement de moteur qui a été fait chez Flat 69. Alors comme vous le savez, j'ai toute la confiance possible dans les ateliers de chez Flat et c'est aussi pour ça que j'ai acheté aujourd'hui ce modèle-là, parce que oui, le moteur a été remplacé, mais le moteur qui est dedans est aussi un moteur fiabilisé. Donc les amis, première étape, on va checker un petit peu tous les éléments de la voiture, voir si on voit des choses qui nous sautent aux yeux ou pas. Et ensuite, on s'attaquera au remplacement des fluides. Je vous dirai ce que j'ai choisi et pourquoi j'ai choisi ça. Et puis les amis, j'en sais pas plus que vous, c'est la première fois qu'elle est sur le pont. Donc c'est parti, on la lève et on check tout ça. Mais avant de la lever, on va aller voir sous le bac batterie. Parce que souvenez-vous, ma précédente 996, il y avait une piscine au niveau du bac batterie. Voilà, je me suis pas encore occupé de la partie carrosserie, donc elle a aucun gros défaut, mais elle est pleine de micro-rayures, dû aux années. Donc ça, on va s'en occuper dans une prochaine vidéo où on s'occupera vraiment de la partie esthétique. Aujourd'hui, on est plutôt sur la partie mécanique. Alors, on va checker un petit peu tout ça et voir ce que ça nous donne. Alors, non, il n'y a pas d'eau. Ok, on est bien. Et encore que. Moi, je vous dis que ça commence. J'ai un doute là-bas. Et mon doute est avéré. Les petits tétons d'évacuation sont bouchés. Bon, voilà, on va déjà commencer par là. Donc encore une fois, c'est une voiture qui a été extrêmement choyée. Donc là, je ne peux pas en vouloir au propriétaire. Elle a toujours dormi dans un garage. Elle sortait que quand il faisait beau. Donc en fait, le propriétaire ne pouvait pas s'en apercevoir puisqu'elle a roulé uniquement quand il faisait beau. Moi, en ce moment, c'est le déluge en Normandie. Il pleut, vous voyez l'état, elle est horriblement dégueulasse. Et du coup, c'est le bon moment pour regarder justement si les évacuations fonctionnent. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'elles sont bouchées. Donc avant de rouler trop sous la pluie avec et que ça vienne inonder l'intérieur, on va s'attaquer au débouchage de ça. Hop. Alors, petit check du filtre habitacle. Avant de démarrer, ça c'est un peu sale, mais honnêtement, il serait à remplacer, mais c'est pas catastrophique. Honnêtement, on arrive à l'échéance, sans plus, rien d'alarmant. Par contre, ici, on voit qu'on a un petit peu d'eau. Alors, je vais essayer de vous prendre un tournevis. Ici, on a plusieurs tétons, en fait, qui vont permettre d'évacuer les eaux de la baie de pare-brise. Vous en avez un ici, voilà, et on voit, regardez, il est plein, on baigne dans l'eau. Voilà, vous voyez, c'est la piscine ici, donc c'est le début. Vous en avez un autre ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez mon tournevis ici, juste derrière, ici. Et c'est pareil, regardez, il y a de l'eau dedans. C'est la piscine. Donc voilà, pour l'instant, 2 sur 2 qui sont totalement bouchés. Donc là, on va gratter, voilà, et hop. Maintenant que j'ai nettoyé, vous allez voir dessus, on voit bien, c'est une petite tétine qui doit se vider. Ça permet de vider l'eau de la baie de pare-brise. Voilà, vous voyez, une petite fente au milieu là.
hop. Donc là, je vais faire la même chose pour celui-ci qui est bouché. Là, vous allez voir, ça va se vider d'un coup aussi. Alors, je fais gaffe à pas abîmer le faisceau électrique. Voilà, hop. Celui-là est un peu plus bouché. Voilà, hop là. Chut. Donc ça, les gars, ça se nettoie parce qu'après, vraiment, on a la flotte qui reste et ça peut monter haut. Hein. Du coup, après, ça déborde dans l'habitacle. Donc, je vous laisse imaginer, hein, l'humidité dans l'habitacle, les moquettes, tout est mort. Et surtout, regardez, vous avez tous les capteurs. Capteurs d'amortisseur, faisceau électrique de la voiture, système de climatisation. Vous avez tout l'électronique de la voiture ici. Donc, si on débouche pas ça, ça monte. Et alors là, vive les emmerdes. Hein. Moi, je vous le dis. De ce côté-là, ah bah si, celle-là, elle est bouchée. Alors, celle-là, par contre, je pourrais pas vous la montrer à la caméra. Elle est genre inaccessible. Et bah comme quoi, vous avez vu, c'était pas inutile de le faire. Alors maintenant qu'on est de ce côté-là, on va en profiter, on va faire un petit bilan de la batterie. Donc je vais chercher l'ACR Ultra, donc la valise Icarsoft qui est disponible sur notre boutique officielle, www.mytlegarage.fr si vous le souhaitez. Et elle nous permet de pouvoir diagnostiquer de manière précise la batterie avec tout simplement son état de santé. Donc on va bien se rincler un petit peu comme ça, que ça prenne bien le plus sur le plus. Test de santé de la batterie, ok. Là, il va nous demander l'ampérage, donc on est sur une 680 ampères. Voilà, donc là, on voit quoi? On voit que l'état de charge de la batterie est de 70%, donc elle est bien chargée, donc ça veut dire que mon alternateur fonctionne très bien. Par contre, on voit vide la batterie, 0. Et je suis absolument pas surpris, parce qu'en fait, quand je démarre, on sent que le démarreur n'est pas hyper vif. Et en fait, j'ai une facture dans le dossier Porsche de remplacement du démarreur. Donc le démarreur, il a quoi? Il a 30-40 000 km peut-être. Et on sent qu'il n'a pas la patate. Donc ça ne peut pas venir de 50 choses, ça vient de la batterie. Demain, je pense qu'en plein hiver, je la laisse une nuit dehors. Le lendemain, elle ne redémarre pas. Donc là, clairement, je suis bon pour prévoir une batterie. Bon, alors j'ai de la chance. Je viens de regarder dans mon stock. J'ai une batterie qui est compatible avec la voiture, qui provient tout simplement d'un autre projet que je ne vous ai pas encore dévoilé. Alors je ne sais pas s'il sera dévoilé à ce moment-là. Mais c'était pas une batterie d'origine pour le véhicule. Donc du coup, je l'avais sorti, j'avais racheté une batterie d'origine, mais elle était quasi en bon état. Je crois on était aux alentours de 90% de durée de vie. Donc elle est quasi neuve. Donc du coup, on va venir l'insérer ici. Et on passe d'une 680 ampères à une 800 ampères. Et c'est totalement compatible avec la Porsche puisque le bac batterie est beaucoup plus grand. Vous voyez, en fait, sur la Porsche, selon les options, vous pouvez prendre des batteries plus grosses. Vous avez 3 positions ici. Donc en fait, c'était tout simplement des options quand vous achetez le véhicule. Hop là. Bon voilà, la batterie check. Maintenant, toujours avant de lever, on va s'attaquer à la partie freinage, faire un petit contrôle de tout ça. Bon, maintenant on fait un petit check-up du freinage. Alors, encore une fois, ça reste qu'un check-up visuel, c'est pas un check-up précis. Puisque si on veut vraiment être précis, il faut avoir les cotes du disque constructeur et pouvoir mesurer au pied à coulisse pour soustraire l'usure de la cote et donc voir si notre cote minimum est acceptable ou pas. Ça, c'est la manière précise, la réalité. Bon, en vrai, généralement, tu vois, on est tous à faire ça, on passe le doigt comme ça et on regarde la collerette, si la collerette est importante ou pas. Alors là, il y a une petite collerette, mais honnêtement, elle est très significative et bon, on peut considérer visuellement que le disque est à peu près à 60% de sa durée de vie. Maintenant, pour les plaquettes sur des jantes aluminium, c'est très simple puisqu'on a l'accès ici. Alors hop, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, je vais essayer de vous mettre comme ça. Alors ici, on retrouve notre plaquette et ici, on retrouve la garniture de plaquette au bout du tournevis. Là, on peut voir visuellement que la plaquette, elle est à peu près à 50% d'usure. Donc, au niveau du freinage avant, on est bon. Et comment je vais faire? Et bien, tout simplement, quand j'aurai terminé d'user ces plaquettes-là, je passerai sur un remplacement plaquettes et disques parce que je ne suis pas certain que les disques puissent subir encore un jeu de plaquettes. Donc, on va les contrôler à l'arrière maintenant. Alors, pour les phares arrière, hop. Alors, pareil, au niveau des disques, on a similairement la même usure. Par contre, à l'inverse, au niveau des plaquettes, on a quasi des plaquettes neuves. Donc là, ce sera le même topo. On termine ce jeu de plaquettes. Et ensuite, on remplacera disque et plaquettes. Mais bon, il y a le temps de voir venir, hein, ça ne s'use pas comme ça des freins. Bon, maintenant au niveau compartiment moteur, là on va pas voir grand chose. Alors on voit que c'est dans son jus et finalement c'est pas plus mal. Ça montre aussi que la personne nous a pas
nous a pas arnaqué en rendant un petit peu trop beau les choses qu'il n'aurait pas fallu. Là, on voit les différents suivis, on s'en fiche un petit peu et on va regarder plus particulièrement tout ce qui va être passage. Mais là, non, c'est très propre, il n'y a vraiment aucun signe de quoi que ce soit. Alors ici, j'avais vu qu'il manquait une vis de maintien de la boîte à air, mais bon, rien de bien alarmant. Ici, de toute façon, on verra rien. On va plutôt s'attarder sur la partie basse du moteur. Là, je peux juste regarder un petit peu ma courroie qui semble plutôt en très bon état. Les galets tendeurs, je pourrais pas les voir hein, puisqu'il faut que je retire ma courroie et c'est pas prévu. Bon, en tout cas, ça semble impeccable de ce côté-là. Une petite vérification des pressions de pneus parce que je trouve que c'est quand même assez raide et on lève la voiture. Donc là, je suis censé avoir 2 barres 3 à l'avant, 2 barres 7 à l'arrière. Donc on va contrôler ça parce que je trouve que c'est un petit peu ferme. Alors on a des flancs vachement plus fins que sur la 996, ça peut aussi venir de là. Le petit manomètre de précision disponible également sur notre boutique si vous le souhaitez. Petit manomètre digital. Hop, ce qui va nous permettre de voir en instantané la pression. Et on a 2 barres 7. Donc en fait, la pression, elle est parfaite. Alors on va contrôler les 4 roues. Bon là, à l'inverse, je suis censé avoir 2 barres 3 et je vois que j'ai 2 barres 5. Donc ça peut peut-être expliquer le fait que je trouve qu'elle tape un petit peu, sachant que devant, on a des flancs vraiment très fins. Donc là, on va dégonfler un petit peu. Même topo de l'autre côté. Voilà, donc là, toujours pareil, trop de pression à l'avant. Et trop de pression sur cette roue-là. Finalement, on n'en avait qu'une seule de bonne, donc c'est pas étonnant. Et bien maintenant, on lève la voiture et on fait un petit bilan dessous. Là, avant de lever trop, je vais contrôler un petit peu les trains roulants. Voir si j'ai un jeu anormal ou pas. Ah vous voyez, j'ai peut-être un petit jeu là. Ça valait le coup de le faire. Ouais. Alors hop, je passe dessous pour regarder. Ouais, on a une petite rotule de direction qui a un petit jeu ici. Alors ce qui pourrait peut-être expliquer, parce que sur le contrôle technique, j'avais du ripage. Il y avait un petit peu de ripage. Et quand je roule, j'ai comme un bruit, un cloc-cloc, un peu comme un bruit de biellette, mais qui n'apparaît pas tout le temps. C'est vraiment un truc très aléatoire. Sur les 700 bornes que j'ai dû faire avec la voiture, ça a dû me le faire une petite dizaine de fois. Donc c'est très aléatoire, mais à mon avis, je crois que la rotule de direction est liée pour quelque chose. Vous voyez, on a vraiment un jeu là. Alors on vient de vérifier avec Marion, c'est plus simple, elle va bouger la roue, j'ai un petit peu senti à chaque étape. Et il semblerait, encore une fois, c'est pas forcément hyper simple de le faire comme ça, mais il semblerait que ce soit ma rotule axiale. Ça veut dire qu'en gros, c'est la rotule qui rattache ma rotule de direction à ma crémaillère de direction. Donc à mon avis, on est bon pour changer ça. Alors du coup, si je change l'axiale, je change également les rotules de direction. Donc là, j'en profite, je contrôle ce côté-là parce que ça change par paire. Donc si on change la gauche, on change la droite. Et là, on n'a aucun jeu sur celle-là. Mais vraiment aucun jeu. Ok, donc on a bien du ripage là-bas. Donc je regarde au niveau des pneus si on a une potentielle usure. Parce que du coup, les pneus sont pas vieux, donc ce serait dommage. Non, pas de dégâts au niveau des pneus. Bon, bah du coup, on aura des rotules à changer. Alors ça tombe bien, vu qu'il y avait une géométrie à faire sur cette voiture-là. Bah heureusement qu'on ne l'a pas fait trop vite et qu'on a contrôlé avant. Vous voyez à quoi ça sert des contrôles un peu plus poussés quand on est au garage, bah ça permet de déceler ça. Donc là, clairement, cette roue-là, elle a du jeu. Et je pense que le bruit que j'ai dans certaines conditions sur route dégradée provient de là. On va contrôler les billettes de barre stab après quand elle sera levée. Mais à mon avis... Donc là, on va faire exactement la même chose à l'arrière. Ce qui va permettre de pouvoir contrôler un jeu dans les tirants ou tout simplement un jeu dans un roulement. Bon, là on n'a absolument aucun jeu sur celle-là. Et pareil pour celle-là. Ok, donc finalement on a juste avant gauche. Voilà. Bon, et ben on continue de lever la voiture et cette fois-ci on va regarder dessous. On va aller de l'avant à l'arrière. Alors, bon, ça reste une Porsche, donc du coup on voit pas grand-chose. Il y a des caches partout. Mais ça permet de voir un petit peu si elle a tapé, touché, voilà, s'il y a eu un petit peu de casse. Alors là, on voit que c'est un petit peu frotté ici. Alors ça, toutes les Porsche l'ont, puisque c'est la maladie des dodanes. Donc, vous savez, le truc où les communes, elles en achètent un, elles en ont 10 offerts. Et voilà, ça fait ce genre de dégâts là. Bon, Porsche ou toutes les voitures que vous voulez, malheureusement, elles ont des traces de dodane. Ici, on n'a pas de cache plastique, pas d'amortisseur qui fuit, pas de soufflet abîmé. Les tirants sont propres, pas de craquelure, aucune trace de touchette au niveau des longerons. Ça, c'est très bon.
Pareil de ce côté-là, je contrôle. Donc là, je vois bien les longerons. Hein. Je pense que si vous venez par derrière, vous allez pouvoir voir. Qui sont ici. On les voit bien. On voit qu'il n'y a pas de traces de soudure, pas de traces de réparation, pas de traces de peinture. Donc ça, c'est un bon point. Les biellettes. J'en profite pour tester un petit peu mes biellettes. Elles n'ont pas l'air d'avoir de jeu. Non, honnêtement. Alors, quand on va faire la direction, les rotules de direction, je vais les changer par principe de précaution. Parce que ça vaut 10 balles pièce et ça reste de la pièce d'usure. Et vu que j'ai quand même un léger doute au bruit, je vais les changer. Mais là, comme ça, elles n'ont pas l'air d'avoir de jeu. Honnêtement, c'est plus du préventif que je vais faire. Mais bon, pour 20 €, je serais bête de m'en priver. Ok, niveau train avant, impeccable. Bon, ici, on voit rien. Hein, c'est que du cache partout, fond plat partout, tac, tac, tac. Là, on arrive, partie moteur. Donc là, on est au niveau de la boîte de vitesse. Je contrôle que c'est bien de l'eau et pas de l'huile. On a la boîte qui est là. Alors la boîte c'est hyper propre. Là on a vraiment un cache qu'on n'a pas sur la 996, donc du coup ça permet de garder la boîte bien propre. De toute façon on va retirer ça tout à l'heure pour la vidanger. Je contrôle vite fait tant qu'on est dans les contrôles. Ok, au niveau de la boîte de vitesse c'est vraiment très simple. Cardan impeccable. Contrôler un petit peu les tirants arrière. Les soufflets sont bons. Si un bloc sont bons. Rien à signaler de ce côté-là. C'est vraiment très propre. Franchement, c'est impeccable. Alors là, on peut vraiment voir que c'est un véhicule qui a pas roulé sous la pluie ou très peu et qui a dormi vraiment en garage parce que regardez tous les colliers. La voiture est de 2005, nous sommes bientôt en 2023. C'est-à-dire que la voiture, elle a 12 ans. Elle a 12 ans et ben regardez les colliers, il n'y a même pas de rouille dessus. L'échappement est d'origine. Donc ça, c'est vraiment des très bons indicateurs. On voit que l'échappement a très peu de rouille globalement. Donc ça, c'est vraiment très bon signe. Vous voyez, même au niveau des caches culbuteurs, alors même si elle a que 37 000 km, je vous l'accorde, hein, mais elle a quand même 2017, ça fait 5 ans que ça a été remplacé. Bon, ben en 5 ans, ça vieillit, ça sèche. Là, on a vraiment RAS, quoi. Il y a rien. C'est impeccable. C'est vraiment très propre. Et ben les amis, le check-up plus précis au garage est terminé et franchement, c'est des bonnes nouvelles. Alors, il y a un petit peu de boulot au niveau du train avant. Un petit peu de boulot, ça reste des pièces d'usure. Je rappelle que la voiture a 115 000 km. C'est des voitures basses, sportives, avec des flancs bas. Donc malheureusement, tout ce qui est train roulant, ça mange. Donc voilà, bah écoutez, on fera ça. Ça permettra de faire des nouvelles vidéos. Donc là, on va continuer au niveau de l'entretien. Aujourd'hui, ça va être très simple. Puisqu'au niveau bougie, bobine, ça a été remplacé, j'ai la facture, donc c'est très récent, donc je ne vais pas m'embêter. Et en plus, je suis surpris qu'ils aient changé les bobines à 115 000 km. Je crois que ça a été fait à 114, donc ça a 1000 bornes. Donc le garage était quand même plutôt préventif, parce que généralement, il ne les change pas, il change que les bougies. Et les bobines, on s'aperçoit qu'elles sont fissurées, qu'elles ne sont toujours pas changées. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On aura peut-être le Calorsta, parce que le Calorsta doit être d'origine sur la voiture, donc il faudra peut-être qu'on le prévoit. Pour l'instant, au niveau de la température, c'est un billard, ça bouge pas, il y a rien. Donc voilà. Quand on s'occupera du nettoyage de l'admission, on changera bien évidemment le filtre air pour un filtre KN. On vérifiera tous les systèmes papillons, volets d'admission, fuite d'admission, etc. On retirera la courroie et ça permettra de pouvoir contrôler nos différents galets et notre pompe à eau, voir s'il n'y a pas de jeu anormal ou quoi. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va clôturer cette petite vidéo par la vidange du moteur et de la boîte de vitesse avec bien évidemment le remplacement du filtre à huile. Donc maintenant direction la petite table et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette huile là. Bon, alors maintenant gros débat, gros sujet, ça va faire beaucoup parler, beaucoup couler d'encre. Qu'est-ce que je vais mettre comme huile dans cette Porsche 911? Alors, vous avez le choix, il y a toutes les écoles, hein, vous avez vu, on vous a fait des vidéos détaillées dans le cœur du sujet avec Flat 69. Les grades, 0,40, 5,40, 10,50, 10,60, les types. Donc huile compétition, huile basique, additif liquide, additif solide, bref. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mal pour la Porsche à partir du moment où on lui met quelque chose de qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourra toujours améliorer parce que c'est des moteurs qui ont des défauts de conception. Il faut tout simplement partir de là à la base. Alors maintenant, mon avis a un petit peu évolué puisque, comme vous le savez, j'ai été chez Flat 69. Ils ont une expérience qui est beaucoup plus pointue que la mienne sur les défauts moteurs des 996, 997 et d'ailleurs de toutes les Porsche à essence. Et sur les moteurs à plat, ils en ont déduit que le problème, c'était au niveau de l'échangeur huile
haut sur le moteur, qui fait un point chaud sur le moteur et qui vient déformer les cylindres 5 et 6 et ensuite ça vient se rayer. Donc on a un problème clairement de conception moteur, de gestion de la température interne du moteur et de matériaux. C'est-à-dire que pourquoi ça se déforme si vite? Parce que c'est des chemises en aluminium. Alors là, ce moteur-là a des chemises en fonte maintenant, donc le problème de la dilatation thermique est entre guillemets résolu, mais on a toujours ce problème de défaut de conception qui est présent. Donc on va partir du principe que c'est parce que ces moteurs ont un point chaud qui entraîne des rayures et une dégradation rapide de la partie segment piston-cylindre. Donc en partant de ce point-là, pour moi, la meilleure chose qu'on puisse lui mettre, c'est de l'huile céramique ou des additifs céramiques. Pourquoi? Parce que l'avantage de l'huile céramique, c'est que c'est un hyper lubrifiant solide. Donc on va améliorer la lubrification, on va réduire la friction, donc éviter ces fameuses rayures et également protéger l'IMS, première chose. Mais surtout, la céramique, c'est 1200 degrés et des propriétés thermodynamiques qui sont incomparables avec les autres technologies. C'est-à-dire que l'huile céramique va absorber la température pour la dissoudre partout dans le moteur, contrairement à une huile standard qui va faire ça, mais beaucoup moins bien. Donc l'avantage de la céramique, c'est la friction et la température. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre sur ces moteurs qui ont des problèmes? C'est la friction et la température. Donc maintenant, même si je ne fais pas de circuit, je mets depuis que j'étais chez Flat 69, je mettrai toujours de l'huile céramique dans ma Porsche. Maintenant, ça reste un budget et je peux le comprendre. Donc, je vais vous évoquer les autres pistes. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un additif céramique dans une huile haut de gamme. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre une huile 100% synthèse, 0,40, 5,40, on s'en tamponne. Franchement, ça ne changera rien sur votre voiture. Et vous y ajoutez un additif céramique, par exemple le VRX500 que nous on a testé, validé sur la chaîne, et ça va venir apporter les propriétés de l'huile céramique à cette fameuse huile-là. Donc ça peut être un grade, un step en dessous d'une huile totalement blanche. Ensuite, dessous, si vous avez encore un petit problème de budget que vous souhaitez encore descendre, vous pouvez toujours mettre une huile de qualité et vous pouvez mettre un additif liquide anti-friction type MCR qui là va réduire la friction de votre moteur. Donc là, vous n'allez plus agir sur la température interne de l'huile, mais uniquement sur la friction. Mais voilà, au moins je vous explique tout. Il y en a pour tous les budgets. Maintenant, faites comme vous voulez. Maintenant, on va parler un petit peu du grade. Au niveau du grade, vous pouvez rouler avec de la 0,40, de la 5,40 ou de la 7,5-40 comme celle-ci par exemple. Ça ne changera rien. C'est les mêmes grades. Voilà, quelque chose près, c'est juste le démarrage à froid, on s'en fout. Ça va influencer sur quoi? Sur la puissance moteur. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir trouver le bon compromis entre la puissance et la protection. Ça, c'est le minimum, ça, c'est la protection que recommande Porsche, c'est-à-dire un W40. Donc, imaginez qu'après le W, le chiffre va être, entre guillemets, je vous schématise, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais ça va être votre épaisseur de film d'huile. Donc, en 40 et en 50 ou en 60, la 50 à 60 va être plus épais, donc meilleure protection. Mais si on met plus épais, on va avoir une plus grosse résistance des internes du véhicule et donc on va avoir une perte de puissance. On pourra imaginer par exemple, encore une fois, ça reste pas mesurable, mais entre une W40 et une W60, vous allez peut-être perdre sur la W60 entre 5 et 7 chevaux si on la passerait sur un banc de puissance. Parce que l'huile est plus épaisse et donc va créer une résistance à l'intérieur du moteur. Pas une friction, une résistance. J'insiste bien. Mais à l'inverse, vu que le film d'huile est plus épais, votre moteur va moins s'user, il y aura une meilleure protection. Donc en fait, c'est à vous de choisir si vous allez privilégier la puissance pure et dure de votre moteur ou bien la protection pure et dure de votre moteur. Si vous choisissez la protection, partez sur un W50 ou un W60. Si vous privilégiez la partie performance, restez sur une W40. Sur une céramique, par exemple, on n'a pas le choix, il existe qu'en W40. Donc c'est pour ça que je mets une W40. Par contre, vous avez un autre type de lubrifiant solide qui est le graphite, donc le graphène, qui est disponible également sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr et ça s'appelle les huiles noires. Donc ça a exactement les mêmes propriétés anti-friction que l'huile blanche. Par contre, on perd un petit peu de côté thermodynamique. C'est moins, je dirais que ça va moins bien refroidir votre moteur que la céramique, mais ça refroidira toujours mieux qu'une huile standard. Et là, on a des grades en 10-60. Donc, moi, si je devrais vous classer dans un ordre
je dirais, de performance, de protection pour votre moteur de Porsche, les huiles. Je mettrai la céramique en haut. Je mettrai ensuite une 1060 graphitée. Je mettrai ensuite une huile de qualité type Castrol, voilà, une huile vraiment de marque 100% synthèse avec du VRX 500, donc qui est un additif de céramique. En dessous, je mettrai toujours une huile de qualité avec du MCR. Et puis après, vous pouvez mettre juste de l'huile, encore une fois. Je vous ai classé dans l'ordre, moi, mon avis, mon choix, les tests qu'on a fait. Maintenant, encore une fois, je ne force personne, je vous explique juste mon raisonnement qui est étayé par mon expérience et l'expérience de professionnels tels que Flat69. Alors, il y en a plein qui vont me poser la question, comment différencier une huile céramique d'une autre, comment différencier un additif céramique d'une autre. Il n'y a pas de secret, il y a deux conditions. La qualité de l'huile de base, là on est sur une huile 100% synthèse ester, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait de mieux. Et ensuite, ça va être la concentration de céramique. Plus vous allez avoir de concentration de céramique, plus votre huile céramique va être efficace. Donc là, on a une concentration qui est élevée dans ces huiles de chez Xenom. La concurrence ne communique pas dessus. Par exemple, on va avoir des additifs, donc par exemple l'additif de chez Xenom qui oui est pas donné, je le conçois tout à fait, mais qui est hyper concentré en céramique contrairement à la concurrence qui va diluer ses produits. Donc pour l'acheteur final, il va avoir l'impression d'avoir le même produit, mais la concentration dedans ne sera pas du tout la même chose. Tout ce que je viens de vous expliquer, je vous mets les liens en description de la vidéo. Maintenant, vous connaissez le pourquoi du comment j'ai choisi tout cela. Alors pour la partie boîte de vitesse, j'ai choisi comme d'habitude la Motul Gear 300 en 75-90 préconisation constructeur, et vu qu'on est sur une base céramique pour le moteur, j'ai choisi une base céramique pour la boîte de vitesse. Donc c'est un additif céramique toujours de chez Xenom qu'on vient ajouter à une huile de qualité. Les amis, c'est parti, on met tout ça en vidange. Bon, donc là j'utilise les petites douilles que pareil vous pouvez retrouver sur notre boutique. Je voulais vous préciser également que normalement, quand on met une huile céramique ou une huile graphite, donc tout simplement une huile avec des additifs anti-friction, ce qu'on appelle solide, il est important de venir nettoyer votre moteur avant, donc en fait les surfaces internes du moteur, avec le M-Flush. Donc c'est un produit également qui est disponible sur la boutique. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans ce cas présent aujourd'hui? C'est très simple. Vous avez vu, l'huile elle est neuve et le moteur il a 37 000 km. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à nettoyer. Ça ne sert à rien. Le moteur, il a eu 3 vidanges en 37 000 km. C'est une voiture qui n'a pas fait de circuit et ça se voit à l'huile. Mais si votre véhicule, je dirais, a plus de 50 000 km, il est vraiment important de passer par l'étape de nettoyage. Donc, on met le produit, on va rouler 60 km tranquille, on vidange et à ce moment-là, on peut passer avec l'huile céramique. Pourquoi? Parce que l'huile céramique ou l'huile graphitée, ça a besoin de venir se déposer sur les surfaces. Et comme à peu près tout, si vos surfaces sont dégueulasses, ça ne va pas coller sur les surfaces. Et donc tout simplement, vous allez perdre en efficacité de ces huiles-là. Donc c'est important à faire. Voilà, donc là vous voyez, l'huile elle est vraiment dans un état impeccable. Même le filtre, il n'a même pas noirci, quoi. Mais bon, le vendeur me l'avait dit, l'huile elle venait juste d'être vidangée, il ne savait même pas s'il avait fait 500 bornes avec. Donc voilà, mais encore une fois, je préfère un principe de précaution. C'est mon petit côté maniaque. Maintenant, on s'occupe du filtre à huile. Donc comme d'habitude, le filtre à huile, on va venir le remplir. Puisqu'on est sur un véhicule avec le filtre à huile qui fonctionne comme ça. Donc en fait, au moment où on va démarrer le véhicule, on va devoir remplir le filtre à huile. Pendant le moment où on remplit le filtre à huile, on a tout simplement une perte de pression d'huile. Donc le moteur, tout simplement, avec une faible pression d'huile, c'est pas bon pour le moteur. Qui plus est, on a des tendeurs à huile dessus. Donc du coup, les chaînes ne sont pas non plus tendues. Donc quand on peut, c'est toujours mieux de mettre de l'huile d'abord dedans, remplir et ensuite le visser et remplir. Ça permet d'avoir une pression d'huile plus rapide. Donc là, voilà, on verse l'huile. Alors là, voilà, ça fait vraiment bizarre à chaque fois que je mets de l'huile blanche. C'est vraiment pas très naturel, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est efficace. Hop, j'ai déjà lubrifié mon joint au préalable. Hop. Comme d'habitude, on serre à la main. Et quand ça bloque, on touche plus. Voilà. Voilà, donc là je mets mon dernier flacon, ce qui nous faut un total de plus de 8 litres.
Donc là, on retire tous les caches, ce qui nous permet d'accéder à la boîte. Alors ces caches-là, on les a pas sur une 996. Là, clairement, hein, d'ici, on peut voir qu'ils ont vraiment amélioré l'aérodynamique de la voiture, puisqu'on a un fond plat intégral. Sur la 996, on a cette partie-là qui arrive, et là, on n'a pas de fond plat. Là, on voit que l'aérodynamique a été intégralement revue. Alors là, ça va vraiment être la surprise. J'ai à 114 000 km, donc il y a 1500 bornes, l'embrayage et le volant moteur a été changé. Maintenant, est-ce qu'ils ont changé l'huile de boîte? Ça n'apparaît pas sur la facture. Du coup, voilà, je préfère le faire. Ça se trouve que je le fais pour rien. Et ça se trouve, on va s'apercevoir qu'ils ont fait l'embrayage sans changer ça. Donc voilà, plus rien ne me choque. C'est pour ça que je reprends toujours les bases avant de faire quoi que ce soit sur la voiture. Il y en a plein que ça fait rigoler. Mais les huiles, c'est le sang de la voiture. Si le sang est pourri, tout le reste va être pourri. Donc on commence par la base. Donc là, on a la vis de vidange ici. La vis de remplissage qui doit se trouver, voilà, un petit peu plus haut. Oh putain, j'ai quand même de sérieux doutes sur le fait que ça a déjà été démonté, ça. Alors oui, j'ai une main bionique à moins de force, certes. Mais il n'y a pas de trace de démontage. Et c'est quand même bien serré. Bon, et bah au grand problème, les grandes solutions. Après m'être arraché un bout de main, on va faire la déboulonneuse. Voilà, et là, ça fait moins les malins, là. Comme dirait mon fils, ça fait pas le malin, là. Quelle couleur cette huile? Bon, elle a l'air quand même propre, l'huile. Faut admettre. L'huile a l'air propre. Ouh, il y a du mécacil dedans. À l'odeur. Alors là, j'ouvre la vis de remplissage. Voilà, hop. Alors, je peux vous assurer que là, on a du mécacil dedans. À l'odeur, c'est direct. On sent vraiment bien le mécacil, ça a une odeur qui est vraiment particulière. Et là, c'est sûr. Donc effectivement, l'huile a bien été remplacée. Et on le fait certainement pour rien. Alors pour rien, oui et non, parce que du coup, moi maintenant, vous le savez, je ne mets plus de mécacil dans mes voitures. On a testé bien mieux. Il y a eu le P18, il y a eu le MCR. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, maintenant, pour les voitures qui chauffent vraiment beaucoup comme ça, il y a la céramique. Pas n'importe quelle céramique, la céramique de qualité. J'aurais pu mettre du MCR dans la boîte honnêtement parce que vraiment l'importance pour moi, la céramique c'est vraiment sur le moteur. Mais après je suis un peu maniaque et du coup vu que je mets de la céramique dans le moteur, je mets de la céramique dans la boîte. Ne me demandez pas de questions, j'ai pas d'argument vraiment probant pour celui-ci. Mais voilà, au moins je sais que tout est à base de céramique, mais de toute façon j'aurais pas mis de mécacil dedans, j'aurais mis du MCR. Donc de toute façon je l'aurais refait. Mais là, il n'y a pas de doute, c'est bien du mécacil. Donc là, je prends mon VRX Gear qui est mon additif céramique pour mettre dans mon huile. Ouais, maintenant, on l'insère directement dans la boîte. Alors après, ça va se mélanger tout seul hein, avec en roulant. Moi, je le mets d'abord parce que vu que ça fonctionne par débordement, la boîte, si on le met à la fin, ben, en fait, on va tout simplement gaspiller une partie. Le reste que je peux pas mettre, je vais le mettre dans ma seringue. Alors vu que celle-là, elle est violente avec les doubles joints, ça c'est une 1,5 litre, hein, disponible également sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr. Je me prends pas la tête, vous voyez, je mets directement dedans. On gagne du temps à déboîter la seringue comme ça, parce que vraiment, étanche comme elle est, à tirer de l'huile, je peux vous dire que ça vous fait les bras. Et après, vous prenez votre bidon, et là, vous n'êtes pas long à remplir votre boîte de vitesse. On met dedans. Et vous avez vu comment mon huile, sous ma main, là, elle devient blanche, alors que j'ai donné juste un fond de dosage. Donc pour information, hein, le VRX Gear, c'est un tube pour une boîte de vitesse manuelle et un demi-tube pour un pont. Et pour information, pour le transport, elle se verrouille. Là, vous faites ça, hop, elle est étanche. Vous voyez, ça évite, vous savez, les seringues où on prend et quand on le met là, pouah, ça coule partout, on a plein les doigts. Bah celle-là, vous pouvez pas. Voilà. J'aime beaucoup cette seringue-là. Là, on la met, touc. Prends le temps de la mettre, ça dégueule pas partout. On déverrouille, touc. Et là, on n'a plus qu'à pousser. Je vous refais un tout coup, ça va aller. Voilà, hop là. Voilà, là on déborde. On remet notre bouchon. Bon bah voilà, ça se termine. On remonte le petit cache plastique. Et puis pour ce premier entretien et bilan,
et ben c'est déjà pas mal. Ouais ben les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo, un petit peu révision, entretien de cette Porsche 997. Alors bien évidemment, tous les produits et outils que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver sur notre boutique officielle www.mytolgarage.fr. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner des petites astuces pour entretenir vos Porsche 911. Bien évidemment, je ne vais pas vous faire un essai routier tout de suite puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il faut entre 5 et 600 km pour que la céramique soit bien appliquée, donc là dans le moteur mais aussi dans la boîte de vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que je roule tous les jours avec, je vais faire ces 500-600 km et nous on se retrouve la semaine prochaine pour réaliser la vidéo sur le montage de l'échappement et au terme de ces 500-600 km, je vous ferai un essai routier, comme ça vous pourrez bénéficier de mon retour sur le son de l'échappement et également de mon retour, s'il y en a un, sur la partie mécanique. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si toi aussi tu aimes les Porsche et que tu aimes la mécanique, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.